Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à War for the Overworld. Donc War for the Overworld, pour ceux qui ne le sauraient pas, est un jeu très largement et ouvertement inspiré de Dungeon Keeper, qui avait été financé via Kickstarter en 2012 et qui va sortir d'ici quelques jours à l'heure où cette vidéo arrivera en ligne, puisque je crois que la date de sortie est le 2 avril. Le jeu est évidemment très très proche de son modèle, et de toute façon c'était l'objectif. Donc il s'agit, pour ceux qui ne connaîtraient pas Dungeon Keeper, d'une gestion de donjons souterrains dans lequel tu joues le méchant qui se bat contre les gentils humains qui sont un peu idiots. Comme vous pouvez le voir sur la droite de l'écran, ma version là est une version presse qui m'a été envoyée en fait par les développeurs, donc ce n'est pas tout à fait une version finale. Donc si jamais il y a quelques petits bugs ou quelques petits problèmes lors de la vidéo, vous pouvez peut-être vous attendre à ce qu'il soit corrigé d'ici la version finale. Et vous noterez également, si vous regardez ce petit paragraphe-là, que la traduction française que j'ai activée, parce que pourquoi pas l'activer après tout, n'est pas encore complète. Donc il y a, une fois de plus, sans aucun doute, des problèmes à attendre du point de vue de la traduction des textes en français. Alors pour commencer cette présentation de War for the Overworld, je vais parler des différents modes de jeu. Et ensuite, je pense qu'on se lancera une petite partie en escarmouche pour que je vous montre les mécaniques. Donc, premier mode de jeu, évidemment la campagne solo. Donc la campagne solo, comme vous pouvez le voir, elle nous montre cette espèce de joyeuse carte des environs, dans laquelle on peut choisir nos niveaux comme cela, voilà, en progressant. Les niveaux qui sont en feu sont, et ceux-là, c'est les niveaux que j'ai déjà fait, donc ces 5-là. Et ça, c'est le prochain niveau que je viens de débloquer. Alors la campagne, ce qu'elle a de particulier, je dirais, c'est que chaque niveau a un petit peu son propre gimmick, son petit délire un peu unique. Donc par exemple, dans ce niveau-là, j'avais un ennemi humain qui attaquait en fait par vague via 3 couloirs spécifiques sur la map. Sur cette mission-là, le donjon n'était pas vraiment un donjon en fait, vu qu'il n'y avait pas vraiment de mur, c'était plus des petits îlots souterrains qui étaient séparés par de l'eau plutôt que par des murs. Donc c'était évidemment beaucoup plus compliqué de guider l'ennemi par un couloir spécial lorsque tu ne veux pas vraiment créer de couloir. Dans cette mission-là, plutôt que de réellement chercher à fabriquer notre donjon, on essaie en fait de récupérer un ancien donjon abandonné et de le capturer pour l'utiliser à nos propres fins. Donc en fait, chaque mission a un peu cette espèce d'orientation un poil unique qui te permet de renouveler un minimum le gameplay du jeu. Et évidemment, comme il s'agit d'une campagne, on commence évidemment chaque mission généralement avec une unité en plus, ou une mécanique en plus, ou un truc en plus qu'on n'avait pas dans la mission précédente, histoire que le jeu puisse nous apprendre progressivement à maîtriser l'ensemble de ces mécaniques. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense vous expliquer les mécaniques du jeu plutôt via le mode escarmouche que via le mode campagne, parce que l'avantage en mode escarmouche, c'est qu'évidemment tout est débloqué depuis le début, ce qui me permettra de tout vous montrer immédiatement sans avoir à me limiter aux restrictions de la version campagne, vu qu'évidemment dans la campagne solo, tu as rarement accès à tout au même moment. Donc ensuite, on a le mode escarmouche qui est très simple, hein. Tu choisis une carte, puis tu choisis un adversaire, puis tu choisis ta couleur, puis c'est parti, donjon contre donjon. Rien de plus compliqué à ce niveau-là. Le mode survie n'est pas encore vraiment implémenté en jeu. D'ailleurs, vous pouvez le voir là, il y a un message qui nous dit que c'est un prototype, et que sa version complète sera ajoutée au jeu dans une mise à jour gratuite un peu plus tard cette année. Ensuite, nous avons le mode bac à sable, qui est plutôt dédié aux gens qui veulent construire un donjon sans prise de tête, donc pas de limite de ressources. Tu peux vraiment fabriquer ce que tu veux, donc c'est plus pour les gens qui veulent se distraire un poil sans avoir à se soucier de quoi que ce soit. Tu fabriques le donjon de tes rêves et tu te prends pas vraiment la tronche. Et enfin, on a le multijoueur qui est évidemment la même chose que l'escarmouche, mais contre des joueurs humains au lieu de l'ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une petite partie en escarmouche. Je vais mettre l'intelligence artificielle en easy, pas parce que j'ai spécialement peur, bien qu'elle soit relativement agressive, l'intelligence artificielle, mais c'est plus pour que je puisse vous expliquer le jeu. C'est plus pour vous montrer les mécaniques du jeu, ça, plus que pour réellement affronter l'ennemi. Je pense qu'à la fin de la vidéo, je chargerai peut-être une carte de la campagne, peut-être une sauvegarde avancée d'une des missions de la campagne pour vous montrer ce que ça donne lorsqu'on affronte pas un autre donjon, mais plutôt les humains, qui sont évidemment, généralement du moins, les ennemis principaux de la campagne. Donc War for the Overworld, comme vous pouvez le voir, se présente tout à fait comme son modèle, qui est évidemment Dungeon Keeper, donc vu en 3D de dessus, il est sympa mon cœur de donjon. Petits gobelins qui vont aller creuser là où je leur indique de creuser. Cœur de donjon qui est évidemment mon objectif principal à défendre, puisque si je le perds, la partie est perdue.
lingots non, mais disons ressources d'or qui vont apparaître dans certains murs, donc je vais avoir tendance à creuser immédiatement pour amasser de la thune. Et monstres qu'il va bientôt falloir attirer en fabriquant des pièces. Donc si vous n'avez jamais joué à un Dungeon Keeper, les mécaniques sont pas spécialement difficiles à comprendre. Tu peins en gros les zones où tu veux creuser, sachant que la plupart des salles de base dans le jeu demandent d'avoir une taille de 3 x 3, c'est-à-dire 3 cases par 3. D'ailleurs le jeu a l'intelligence de vous montrer la taille des cases que vous tirez si vous regardez en dessous le marteau. 3 x 3 généralement pour fabriquer une pièce valide. Certaines demandent plus, comme la taverne par exemple qui demande 3 x 5 je crois. Mais généralement c'est comme ça. Une fois que tu as libéré, les gobelins vont commencer à installer des dalles pour que tu puisses construire et ensuite vont renforcer les murs pour qu'ils soient plus difficiles à casser pour les éventuels adversaires qui pourraient passer par là. Et le reste du jeu est évidemment basé sur la gestion de ton donjon, donc d'un point de vue évidemment financier avec l'argent. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fabrique un endroit où stocker mon or, genre là. Voilà, parce que j'ai plus assez de place autour de mon cœur de donjon. Donc la gestion du donjon, non seulement sur le plan financier, et l'élimination des ennemis, que ce soit dans la campagne ou en escarmouche, grâce à notre future armée de monstres. Enfin de monstres, pas seulement que de monstres. Donc comment on va fabriquer notre armée dans un Dungeon Keeper Light? Pour ceux qui ne le sauraient pas, on les fabrique pas vraiment, en fait, on les attire. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens de débloquer l'accès à une espèce de portail qui a l'air vachement accueillant. Une fois que j'ai capturé ce portail, ce que je viens d'ailleurs de faire, les employés potentiels de mon donjon vont commencer à venir si jamais j'arrive à les attirer. Donc en fait, chaque type de monstre est attiré par un certain type de pièce dans ton donjon. Donc il va falloir que tu installes la pièce favorite de chaque type de monstre si tu veux désirer les voir entrer à ton service. Donc ce que je vais faire là, c'est qu'on va agrandir encore un peu ma banque pour stocker les pièces d'or. Et on va aller se débloquer quelques pièces pour commencer à attirer nos premiers soldats. Donc là-haut, comme vous pouvez voir, les points de recherche vont nous permettre de débloquer pas mal de choses. Donc ça monte au fur et à mesure du temps. Et ça monte également si tu as une salle spéciale, d'ailleurs, que je vais débloquer tout de suite, qui est la salle des archives, dans laquelle certains de tes soldats vont pouvoir améliorer tes recherches. Donc là, je vais pouvoir en fait investir ces points, non seulement pour débloquer des trucs, mais également pour débloquer potentiellement l'accès à davantage de choses sur le long terme. Donc là, j'ai débloqué 4 nouvelles pièces que vous pouvez voir immédiatement apparaître dans l'interface. Et je vais commencer immédiatement par installer une grosse caserne ici. Voilà, ce qui va probablement très vite attirer un rongeur. Voilà. Donc ce petit monstre là, vous pouvez voir, lui, je sais qu'il est attiré par les casernes. Donc maintenant que j'ai une caserne, il est venu. Et il est prêt à travailler pour moi. Donc c'est comme ça qu'on va attirer les monstres en fait. Il faut savoir ce qui leur plaît. Et une fois que tu as cette information, tu fabriques la pièce correspondante. Et généralement, ils arrivent assez vite. Cela dit, maintenant que j'ai des soldats, il va également falloir prendre en considération leurs besoins les plus naturels. C'est-à-dire que non seulement il va falloir les nourrir, mais il va également falloir leur filer un endroit où dormir. Donc, on va se fabriquer ça au plus vite. Alors là, vous noterez que j'ai démoli un peu ces murs-là parce qu'il y avait de l'or dedans. Alors évidemment, ça fait des salles un peu dégueulasses, mais comme War for the Overlord n'est pas stupide, il te permet de refabriquer des murs si jamais t'es un petit peu maniaque comme moi, que t'aimes bien les salles bien jolies et bien géométriques. Hop, voilà. N'est-ce pas magnifique? J'ai récupéré l'or, pardon. Et j'ai quand même une jolie salle bien carrée. Donc là, je pense qu'on va se mettre de quoi nourrir nos ouailles. Donc comme d'habitude, au moins 3 x 3 pour avoir une pièce valable en règle générale. Et plus si évidemment tu veux avoir plus d'espace pour les ateliers. Parce que comme vous pouvez le voir, dans la plupart des salles, tu as des ateliers. Donc ça, dans la caserne, tu as des ateliers d'entraînement. Évidemment, plus la salle est grande, plus tu as d'ateliers, plus de monde peut s'entraîner en même temps. Donc c'est assez important de prendre ça en compte aussi lorsque tu fabriques les différentes pièces de ton donjon. Notamment la forge, personnellement, j'ai tendance à la faire assez gigantesque. Parce que j'aime bien avoir beaucoup de monde au travail sur mes pièges. On va voir à quel point on peut l'agrandir ce truc-là. Donc je faisais les cailloux gris là que vous voyez sont des rochers impénétrables, donc je ne peux pas creuser au travers de cela. Ce qui peut évidemment être un facteur un peu limitant du point de vue de la direction dans laquelle tu peux te diriger.
Il y a également un autre type de rocher initialement impénétrable. Ce sont les rochers de lave que tu peux pas détruire avec ta pioche, mais que tu peux détruire avec des explosifs. Donc un peu plus tard, en débloquant le laboratoire d'alchimie, tu peux fabriquer des explosifs qui à terme vont te permettre de faire sauter les rochers de lave. Histoire de passer outre. Donc là, comme j'ai fabriqué une forge, j'ai un nouveau monstre qui est le Vomito, je crois, en VF, qui vient d'arriver. C'est ce très charmant garçon qui est là. Alors eux, comme vous pouvez le voir, ils aiment bien se taper la tête contre des enclumes, ce qui va non seulement être utile pour fabriquer certains éléments de notre donjon, mais également fabriquer des pièges. Ce qui va avoir son utilité un peu plus tard. On va se débarrasser de ce mur là. J'ai bien envie d'agrandir ma caserne. Faut que je fasse gaffe pardon, à mon or, cela dit. J'ai pas non plus une source d'or infinie pour l'instant, surtout que j'ai pas encore... Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc là, j'ai débloqué le sanctuaire qui va m'être utile un peu plus tard. Je l'ai bloqué la taverne aussi. Le sanctuaire, il va être très utile pour générer de l'or, en fait. Vous verrez lorsque j'y aurai réellement accès. Voilà, agrandir un peu la salle d'entraînement, qui en plus de l'intérêt d'attirer les rongeurs, va également leur permettre de gagner des niveaux en tapant là-dessus. Ce qui est évidemment très utile. À côté, on va se fabriquer de quoi abriter tout le monde. Peut-être un peu grand, ça, mais bon, pourquoi pas. Fort bien. Ok, donc ici c'est de la roche impénétrable, fâcheux. Donc on va pas pouvoir s'étendre de ce côté-là, va plutôt falloir partir de l'autre côté apparemment. Probablement par là, je pense. Parce qu'ici ça m'a l'air d'être un peu bouché. Quoique ici il y a peut-être un chemin, on va essayer. Et j'aime pas trop avoir trop de chemins qui mènent à mon cœur de donjon, vu que c'est un peu l'objectif absolu de la partie, donc... moins il est accessible, plus je suis content. Faudrait que je fabrique une archive également. J'ai pas des masses de place pour l'instant. J'ai fait les pièces peut-être un peu trop massives, là, c'était pas très malin de ma part. Ouais, ça mène à que dalle. Pas idéal du tout. J'essaie de creuser à côté, mais j'y crois moyennement aussi. Et bouche-moi ça, parce que c'est pas très esthétique, soyons francs. Ouais, c'est la même chose, ok. Donc, par là non plus, je pense pas qu'on va pouvoir y aller. C'est dommage. Donc il va probablement falloir partir par ici, probablement. Je vois pas vraiment trop d'autres directions dans laquelle me rendre. Pour l'instant. Il va bien falloir que je trouve de la place quelque part, parce qu'il me faut une fichue archive, les mecs. Quoique ce hardi, l'archive, je pourrais la coller là. Ce serait pas un problème. L'archive, c'est utile pour deux raisons. Déjà, parce que ça attire les cultistes. Et ensuite, parce que ça te permet de générer des points de recherche plus rapidement. Donc généralement, tous les bâtiments ont deux fonctions, en fait. Déjà, la fonction de te permettre d'attirer un certain type de monstre. Et ensuite, la fonction qui est liée au bâtiment lui-même. Comme par exemple, si tu fais une salle de torture, ça va attirer des succubes et ça va te permettre de torturer les ennemis. Si tu fais... comment ça s'appelle le sanctuaire, ça va te permettre de créer des rituels et ça va également attirer des cultistes. Si tu fais la crypte, ça va te permettre de ressusciter des morts vivants au fur et à mesure que tu flingues les ennemis et ça va te permettre d'attirer des nécromanciens. Donc tu as toujours une double fonction pour chacun des bâtiments. Ce qui est évidemment cool. Est-ce que je peux débloquer le rituel? Oui, cool. Ok. Donc prochain objectif, peut-être agrandir un peu l'archive par là si on peut. Prochain objectif va être de fabriquer un sanctuaire dans lequel je vais pouvoir faire des rituels. Les rituels sont très importants dans le jeu. C'est une espèce de magie un peu particulière, je vous expliquerai. Une fois qu'on aura un sanctuaire. On va se coller une petite porte ici, parce que j'ai pas nécessairement confiance en ce qui pourrait arriver par là. Les objets de ce type-là, donc porte, tout ce qui est porte, tout ce qui est piège, tout ce qui est objet de ce type-là, vont tous être fabriqués dans la forge en fait. Donc plus ta forge est massive, évidemment, plus tu vas pouvoir fabriquer ce genre de choses. Et doivent être en fait placés à terme par tes gobelins une fois que tes charmants petits vomitos ont fini de se cogner la tronche comme des idiots sur les enclumes des environs. Ça vous brancherait de coller le reste du parquet, les gars? Voilà, donc là par exemple, Gobelin il va installer la porte. Donc la porte, de base elle est ouverte, donc elle sert à rien. Et si je veux, je peux la fermer, ce qui empêche non seulement mes unités de passer, mais également celles de l'ennemi. Après évidemment, les unités de l'ennemi, si tu les empêches de passer, à terme elles vont chercher à la défoncer ta porte.
J'ai un peu de mal à leur en vouloir. On a un cultiste qui est arrivé, on a un cultiste qui est arrivé. Donc lui, il a été attiré par l'archer. Et il va à terme aller s'installer là pour faire des recherches. Ce qui va nous permettre d'augmenter très très vite notre quantité de points de recherche là-haut. Ce qui est évidemment très utile, parce que c'est là que tu vas débloquer la grosse majorité de tes nouvelles salles et autres gadgets. S'installer un sanctuaire ici, je pense. C'est peut-être un peu grand, cela dit, pour installer un sanctuaire. Le sanctuaire n'a pas besoin d'être vraiment gigantesque, honnêtement. Surtout qu'en plus, les cultistes sont pas nécessairement les unités les plus efficaces au combat. Tiens, là, vous pouvez les voir en train d'aider à la recherche. On va s'agrandir un peu la forge. La forge, j'aime bien l'avoir vraiment très grande. Ça te permet vraiment d'augmenter la vitesse à laquelle tu génères tes pièges et autres gadgets mortels. Ce qui est tout à fait utile. Alors, à noter que les gobelins, de base, on en commence avec 5. On peut en invoquer plus grâce à ce sort qui est là, invocation d'ouvrier. Le problème en fait c'est que lorsque tu invoques des gobelins, si vous regardez en haut à droite ma jauge de mana en bleu là, ça va baisser mon maximum de mana en fait. Donc si j'en invoque un par exemple, voilà, mon maximum de mana est passé de 700 à 650. Donc en gros si t'en as 5 t'es tranquille, mais si t'en veux plus il va falloir que tu réduises au passage ton potentiel de mana, ce qui peut avoir une conséquence assez funeste vu que certains de tes sorts sont très utiles au combat. Par exemple, le coup d'éclair, qui coûte 200 de mana, fait très très mal. Donc ça peut vraiment aider lorsque tu es en train de te battre contre des ennemis, et que t'as pas nécessairement des troupes très au point, disons, d'un point de vue purement offensif. Ou défensif, tu me diras, tout dépend de quel type de situation tu te trouves. Alors ici, on va se coller un petit sanctuaire. Je vais pas le faire gigantesque, parce qu'il a pas vraiment besoin d'être gigantesque, ce sanctuaire. Je pense que ça, ce sera largement assez grand. Et on va ordonner un premier rituel. Alors les rituels c'est un truc assez particulier. Donc là vous voyez quand j'ai ordonné le rituel, le pentagramme s'est allumé. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins un cultiste qui vienne dans le sanctuaire. Probablement ils vont arriver vite, voilà, en voilà un et il y en a un deuxième qui arrive. Les cultistes vont commencer à travailler sur le rituel, tous les deux là. Et vous voyez la jauge rouge qui est en train de se charger, là c'est le progrès de mon rituel. Et une fois que la jauge sera arrivée à fond, je pourrai activer sur le pentagramme qui est là. Ça me permettra en fait de lancer l'effet spécial du rituel. Alors là en l'occurrence le rituel que j'ai lancé c'est le rituel d'avarice. L'objectif de ce rituel, en fait, c'est que ça va bouffer tout mon mana et ça va créer de l'or en fonction de la quantité de mana à consommer. Donc c'est très pratique. Voilà, donc là le rituel est chargé, maintenant je vais le lancer. Voilà, et là vous pouvez voir mon mana est en train de se faire bouffer, mon or est en train de monter. Et au passage, j'ai pas assez de place pour stocker toute ma thune, ce qui est, tu me diras, un problème assez agréable à avoir, je pense, dans l'absolu, mais quand même pas idéal. Je pourrais creuser un peu là pour agrandir ma banque. Ou je pourrais créer une banque secondaire, genre ici par exemple. Continuer à creuser par là. Bouchez-moi ça là. Coller une petite porte ici. Et je peux pas encore parce qu'il n'y a pas le mur. S'agrandir ça par là. Voilà. Et des rituels, il y en a de plusieurs types. Hein. Tous sont pas vraiment ces exigences-là. Par exemple, il y en a un dans lequel tu dois sacrifier... trois monstres pour invoquer un vampire super puissant. Donc il y a vraiment des conditions un peu spéciales pour chacun des différents rituels. Je placerai bien une porte là également. J'ai pas spécialement confiance de ce que je pourrais trouver à creuser trop par ici. Ok, alors j'ai de la place ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai pas de taverne. On va se faire une taverne. Les tavernes, c'est très pratique pour augmenter l'humeur des membres de notre armée, ce qui est évidemment une bonne chose. On va débloquer la crypte et la prison également. Pas que j'en ai spécialement besoin pour l'instant, mais c'est toujours bon d'avoir la possibilité de le faire plus tard. Voilà, donc la taverne. Attention à avoir de la nourriture pour la taverne. Donc la nourriture est générée par cette pièce-là. Là. Faut avoir de la nourriture pour la taverne, sinon elle fonctionne pas. A noter que tu peux également sacrifier tes troupes dedans, je crois, pour générer de la nourriture. Ce qui est un moyen comme un autre d'arriver à ses fins, tu me diras. Ok, j'ai combien de thunes là? 26 000 à peu près, ouais, c'est plus que respectable. On va se coller une petite crypte ici, ça attirera des nécromanciens. Donc la crypte, comme je l'ai dit, elle te permet de stocker les âmes des gens que tu flingues là-dedans, et lorsque tu en as tué suffisamment, les nécromanciens en fait vont invoquer des soldats squelettiques. Et tu peux également utiliser un rituel spécial que j'ai pas encore. Je sais plus lequel c'est, qui te permet d'invoquer des fantômes plus puissants que les squelettes de base.
Là, on a tiré un premier nécromancien. Que voici. Qui va se diriger immédiatement vers la crypte, probablement. Pendant ce temps-là, vous pouvez voir que mes soldats continuent à s'entraîner là. Donc il y en a qui ont gagné pas mal de niveaux là. Ce qui est évidemment une excellente chose. On va continuer de creuser par là. Peut-être pas la meilleure des idées, ça, on va plutôt continuer de creuser par là. Qu'est-ce que je peux débloquer de beau? Je l'aime bien ce rituel-là. Enfin, c'est pas un rituel, c'est un sort, ça. Les rituels sont en rouge, les sorts sont en violet, c'est ça la différence. Les sorts, tu les lances avec le mana, les rituels, tu les charges avec tes cultistes. Je l'aime bien ce sort-là parce qu'il te permet en fait de transformer des prisonniers en or. Donc tu les massacres ensuite à coups de gifle, parce qu'évidemment c'est pas un Dungeon Keeper like si tu peux pas coller des gifles aux gens. Tu transformes en fait les prisonniers en or et tu leur colles des gifles et après ça te fait des sacs d'or. Donc c'est assez pratique lorsque tu as l'occasion de capturer des prisonniers. Ça va être lorsque tu tues, entre guillemets, un ennemi au combat, les ennemis humanoïdes en fait ne meurent pas instantanément, ils restent KO au sol, et si un gobelin de l'équipe adverse les ramène, ils peuvent être ressuscités, et si un gobelin de ton équipe les ramène, ils vont être pris prisonniers, et après tu peux faire des choses avec. Parce qu'il y a deux écoles principales en fait de monstres entre guillemets que tu peux recruter dans le jeu. Donc il y a les humanoïdes qui vont sortir de ce portail là, et qui vont aller dormir dans cette pièce là, d'ailleurs elle commence à être un peu remplie. Et il y a les bêtes qui vont, eux, arriver grâce à ce bâtiment-là. Donc en voilà une, par exemple. Donc c'est une espèce de petit beholder, là, que vous pouvez voir. Voilà, en voilà une deuxième, là, l'espèce de zergling. Alors la différence des bêtes comparée aux... J'ai pas envie de dire aux humains, parce que c'est pas vraiment des humains, les autres. Comparé aux humanoïdes, c'est que les bêtes ont pas besoin de salaire, donc ils consomment pas d'or. Par contre, ils consomment plus de bouffe, et au combat, ils se battent jusqu'à la mort, donc tu peux pas les ramener avec tes gobelins. S'ils sont morts, ils sont morts. Donc c'est ça la différence. Un type de monstre un poil différent qu'il faut évidemment gérer de manière un peu différente. On va s'installer un petit canon au bout de ce couloir. Hein, et un petit piège de froid pour ralentir les mecs qui auraient la mauvaise idée de venir par là. Vous noterez au passage que placer des défenses, comme invoquer des serviteurs supplémentaires, te consomme le potentiel maximum de ta jauge de mana. Donc si tu mets trop de défense, tu vas avoir une jauge de mana de plus en plus réduite. Ce qui, une fois de plus, peut avoir des conséquences tout à fait funestes au combat. Alors vous verrez que je suis beaucoup parti sur l'arbre de recharge central, parce que c'est celui qui débloque le plus vite certaines salles. Mais il y a également des salles à débloquer dans les autres. Hein. Par exemple, là, tu as l'arène ici qui te permet de débloquer le Beastmaster. Et là, tu as la garnison qui te permet de débloquer l'ogre, je crois, il s'appelle. Et c'est des créatures très puissantes. Mais cela dit, c'est des créatures un peu moins... disons, adaptées au début de la partie. Donc c'est pour ça que je suis peut-être parti pour des trucs un peu plus basiques pour l'instant. Parce qu'on a une porte là. Tiens, là il y a un rocher volcanique. Donc un rocher qu'on peut pas piocher mais qu'on peut détruire avec des explosifs. Si jamais on en fabrique dans le laboratoire d'alchimie. On va agrandir le truc de nos bêtes. Parfait, on va continuer à creuser par là si c'est possible. Là. D'ailleurs, lorsqu'on est au combat, pour attirer nos troupes vers un endroit, en fait, on utilise un système de bannière. Donc, en fait, tu poses une bannière comme ça, et toutes tes troupes vont venir par là. Et tu peux également poser une bannière qui va uniquement attirer tes bêtes, en fait, au lieu d'attirer toutes tes troupes. Et tu peux faire la même chose avec tes ouvriers, évidemment. Et tu peux également poser cette bannière-là, qui est en fait une bannière à l'effet inverse. En fait, cette bannière-là va empêcher tes ouvriers de passer. Donc si tu veux pas que tes ouvriers aillent dans cette direction, par exemple, parce que, je sais pas, il y a un combat, et t'as pas envie que tes ouvriers en prennent plein la gueule, bah tu mets cette espèce de drapeau-là, et ça va empêcher tes ouvriers de passer, donc ça te permet de gérer un peu mieux la circulation de tes ouailles, afin d'éviter qu'elles fassent des bêtises. Continue à creuser, les gars. Je crois que par là, en fait, il y a de quoi se faire plaisir, peut-être. Alors, à noter que dans les profondeurs, on peut également tomber... Ah, c'est juste le genre de paye, il m'a fait flipper, ce con. On peut également trouver des salles déjà pré-creusées sous terre, notamment avec certains hôtels particuliers. Donc tu peux trouver par exemple un hôtel particulier, tiens, un jeu de mots totalement involontaire de ma part. C'était pas vraiment la bonne orthographe pour hôtel, mais c'est pas grave.
Tu peux trouver notamment une espèce de gros œil vert qui te permet en fait d'avoir la visibilité sur la map dans une certaine zone, ce qui est évidemment très utile. Tu peux également trouver un hôtel doré que tu peux miner en fait à volonté pour rapporter de l'or. Cela dit, évidemment, ça prend un certain temps et ça occupe tes ouvriers, donc ils peuvent pas aller faire quoi que ce soit d'autre lorsque tu leur donnes cet ordre-là. Donc c'est assez intéressant ce que tu peux trouver en fait sur la map. Débloquer un point de recherche. On va essayer d'avancer un peu là pour... totem de protection, je le trouve pas super utile honnêtement. J'aimerais bien débloquer le Beastmaster. Il est assez pratique comme mec au combat, il est relativement costaud. On va s'en placer plein là de la terre de remplacement parce que je sais pas trop où ça va mener tout ça et je suis moyennement confiant. Je devrais peut-être d'ailleurs coller une porte par là. Voilà. Là, mon donjon a l'air de relativement bien fonctionner, disons. On va se lancer encore un petit rituel, parce que pourquoi pas. Cela dit, on est évidemment jamais à l'abri d'une brèche. Et lorsque les ennemis font une brèche dans ta base, c'est généralement là que la baston commence. Et que tu vois si t'as bien préparé ton armée. Je pense que je continuerai la partie en escarmouche jusqu'à ce que je rencontre peut-être le camp adverse. Et ensuite, je chargerai une partie en campagne pour vous montrer peut-être d'autres trucs. Ok. Il y a encore de l'or, les gars, là-bas. Je vais en invoquer d'autres, des ouvriers, parce que ça a beau bouffer mon mana, que ça me permet quand même de travailler plus vite. A noter qu'on peut jamais bouffer sa jauge de mana en dessous de 500, je crois. Oui, je sais que ma taverne est trop petite, mais j'ai pas vraiment l'espace nécessaire pour l'agrandir pour l'instant. Ah, il nous faut plus de bouffe également. On pourrait se construire un deuxième truc de bouffe ici. Ça m'ennuie, je voulais mettre ma prison là, mais bon, c'est pas grave. Ce sera notre prochain objectif. Je pense. J'aurais probablement dû choisir une carte un peu plus petite, mais bon. Histoire de pouvoir vous montrer plus de choses plus vite. Pas la fin du monde. Je pourrais la coller par là, ma prison. À condition évidemment qu'il y ait de quoi creuser ici. Ce qui est pas évidemment garanti, mais bon. On va voir. On va voir ce que ça donne. Yo, les cultistes, ça vous branchera d'aller travailler sur votre rituel, là, parce qu'il charge un peu que dalle, en fait. Il est où, ton collègue? En train de rien glander, là? Tu veux pas les bosser, mec? Ah, mange une gifle. À noter également qu'on peut les posséder, hein, comme dans Dungeon Keeper. Voilà. Tu vas aller là où je veux que t'ailles, mon vieux, et plus vite que ça. C'est là que t'es censé bosser. Alors, va bosser. Hein? Voilà, ça c'est un bon petit cultiste. Comme on les aime. Bah, parfait, ça va faire une prison relativement valable, ça. Ça me paraît pas mal du tout. Ah, quoique, c'est que deux... Ouais, non, c'est que deux pièces de large, je pense que c'est trop petit pour une prison. Oui, non, ça c'était vraiment pas... c'était vraiment pas ce que je voulais faire, mec. Ça va être un peu petit pour la prison, là. Ça m'ennuie. On pourrait virer ces murs-là, là, pour l'agrandir un peu. Ça va faire prison qui donne sur le couloir, mais bon, quelque part, la sécurité n'est peut-être pas notre plus grande priorité. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas encore croisé d'ennemis, donc la prison, c'est peut-être pas la plus grande priorité qui soit. Donc la prison, en fait, voilà, ça me fait une petite cage, et lorsque j'arrive à ramener un ennemi vivant au terme d'un combat, il va être placé là-dedans par mes petits gobelins. Ce qui va me permettre à terme de faire plusieurs choses avec. Tu peux... celle des armes chi va améliorer. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non, on va plutôt rechercher l'arène. Tu peux notamment les placer dans la salle de torture après, pour les succubes.
Ou les transformer en or, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est tout à fait hilarant en règle générale. C'est bon, vous avez fini avec mon rituel? Merci. Ça continue de creuser par là. On va finir par trouver quelque chose. Hein. On va creuser par ici aussi, tu me diras. Ce serait pas trop mal. Ouh! J'aime les gemmes. Même si c'est de l'or et pas vraiment des gemmes. C'est toujours rentable de trouver de l'or. Dans le sens le plus pur du terme rentable. Ah, il installe vite mes portes là. C'est pour ça que j'aime bien avoir une grande forge. Comme ça, ils travaillent vachement vite sur leurs objets, c'est cool. Et là, comme j'ai débloqué la recherche qui permet d'améliorer la caserne, maintenant il y a 2 personnes qui peuvent s'entraîner sur chaque module. Ce qui va leur permettre de gagner des niveaux vachement plus vite. Ce qui est évidemment très utile. Sur le long terme. La salle de torture, j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. Et la salle des esprits non plus. La salle des esprits, ça attire les chamans. C'est utile pour plusieurs raisons. Notamment pour ressusciter tes propres troupes. Pour en faire des esprits. Ça te permet de les réutiliser, je crois. Je pense pas beaucoup servi du chaman, honnêtement. Je préfère le nécromancien. En règle générale. On va se lancer un nouveau petit rituel, parce que je vois vraiment pas de raison de me priver. Croisé pour faire de l'or, les mecs. Ici, on va s'installer une arène. Voilà, ce qui va attirer des Beastmasters. Vous pouvez pas me placer du carrelage, les mecs? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, fils. Tu fais de l'excellent travail. Voilà, donc ça, l'arène, ça va attirer une nouvelle créature. Que voilà déjà, d'ailleurs. Beastmaster, qui est assez costaud. Et on peut également organiser des combats dans l'arène. Donc si jamais t'as un prisonnier, par exemple, tu peux le coller dedans et balancer genre une grosse bête griffue à l'intérieur pour voir s'il arrive à survivre. Ok. Donc là, ils sont en train de me fabriquer de l'or avec mon rituel. Je pourrais fabriquer de beau ici. J'ai fait une crypte déjà, non? Ouais, elle est là. Un peu petite, mais bon, elle est là. Fantastique. Probablement se faire une salle de torture là-dedans. Ou un avant-poste. L'avant-poste attire les ogres, il est vraiment cool. Enfin, l'ogre est cool en tout cas. Salle de torture. Où je pourrais débloquer d'autres rituels. Plutôt débloquer la garnison. Chouette. Bon, c'est pas un bon placement techniquement pour la garnison, parce que c'est généralement quelque chose que tu es censé placer plus à la frontière de ton donjon. Parce qu'en fait, ces trucs-là vont filer des buffs à tes protections, donc tout ce qui est piège et ainsi de suite. Mais bon, je veux surtout essayer de vous montrer l'ogre si jamais il sera mal. Parce qu'il est généralement pas mal l'ogre au combat. Plutôt costaud comme garçon. Oui, je sais que la taverne n'est pas assez grande, mec. Faudra que j'en fasse une deuxième. J'ai combien dans mon armée, là? Donc on a 6 rongeurs, 4 vomitos, 2 cultistes, 2 nécromanciens, 4 oculus, 4 scargs, et 2 maîtres des bêtes, et un ogre qui vient d'arriver. Théophis. Voilà, donc une fois de plus, une bestiole assez costaud. C'est plutôt cool d'arriver en attirer vite. D'ailleurs, j'ai l'impression que l'intelligence artificielle rush pas mal pour avoir les unités les plus avancées comme ça. Parce qu'au combat, ça fait quand même une différence assez significative d'avoir les troupes les plus balèzes immédiatement. Bon, j'aimerais bien quand même tomber face à l'ennemi, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, à la fin de la vidéo, je chargerai une partie de la campagne dans laquelle il y a immédiatement de la baston, donc ça devrait pas être un problème. Mais j'aimerais bien quand même vous montrer un peu comment ça se passe lorsqu'il y a un peu de baston, quoi. Parce qu'on est un peu là pour se bastonner aussi. En plus, si je me souviens bien, cette carte s'ouvre sur une espèce de zone ouverte centrale qui devrait nous permettre d'arriver assez vite dans les donjons
adversaires. Et évidemment, l'objectif pour détruire le donjon de l'adversaire est de casser son cœur de donjon. Donc, ce gros cristal, enfin cristal, le mien en l'occurrence, c'est un gros tas de vomi là. Mais généralement, c'est un cristal. J'ai pas l'impression de trouver grand chose par là. Au moins, il y a de l'or. Hein. Écoute, si la pièce est de cette forme-là, on va l'ouvrir. Un peu. Voilà, donc ça, l'espèce d'aura dorée que vous voyez, là, va permettre en fait de surveiller les environs et de buffer également les installations de pièges et ainsi de suite qui sont dans le coin. Les pièges sont pas hyper originaux dans le jeu, honnêtement. Mais bon, ils font bon leur boulot. T'as un canon, t'as une espèce de gargouille qui crache le feu. T'as des dalles qui font pousser toute une sorte de pic ou de glace pour ralentir les mecs. Ah, ça c'est cool. Je me rappelle de cet endroit. Pour ralentir les mecs ou repousser les mecs. Donc t'as pas mal de pièges différents que tu débloques évidemment via l'arbre de recherche. C'est tous les trucs qui sont en bleu. Ça c'est une espèce de super porte qui te permet de protéger plus largement. Tiens, là voilà la gargouille qui crache du feu. T'as également une porte congelée qui devient de... Ah bah tiens, voilà, on a trouvé des ennemis, cool. Cool. Donc lorsqu'on croise des ennemis, là vous pouvez voir, ils sont pas de la même couleur. Comment tu gères tes troupes dans ce genre de jeu? Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme dans un Dungeon Keeper tout à fait classique, n'est-ce pas? Tu utilises en fait tes différentes bannières pour ordonner à ton armée d'aller dans une certaine direction. Donc là, vous voyez les dalles par terre qui sont en rose, c'est les miennes, celles qui sont en rouge, c'est celles de l'ennemi. Au fur et à mesure, évidemment, mes gobelins vont commencer à les convertir. Je vais tout de même dire à mes gobelins de pas aller plus loin que ça, parce que j'ai pas envie qu'ils débarquent directement chez l'ennemi. Et je vais envoyer mon armée derrière. On va placer peut-être encore même un peu plus tôt. Envoyer mon armée, voilà, pour qu'ils aillent squatter dans le coin, donc ils vont commencer tous à se diriger par là, et à voir un peu ce qu'ils peuvent trouver. Donc là, pour l'instant, j'ai croisé avec des petits gobelins, ce qui devrait pas être problématique, hein, c'est des adversaires assez aisés à buter. Mais au fur et à mesure, on va probablement croiser davantage de choses. Donc on va continuer à avancer jusqu'à ce qu'on tombe un peu sur quelque chose d'utile. Donc ça, vous pouvez voir, c'est un hôtel d'or. Donc ça, ce truc-là, c'est vachement utile lorsque tu le captures, c'est que tu peux en fait l'activer pour que tes gobelins se concentrent tous dessus pour miner de l'or. Le problème, c'est qu'évidemment, pendant qu'ils font ça, ils font rien d'autre. Le problème, c'est que là, je peux pas l'atteindre parce que ça, ce terrain-là, c'est ce qu'ils appellent des terres sacrées. Et tu peux pas les convertir, donc tu peux pas capturer ça. Donc pour atteindre cet endroit-là, il va falloir que je passe par un autre endroit et probablement que je fasse exploser la terre de lave qui est autour. Et cela dit, quand t'as un de ces trucs-là dans ta base, généralement, t'as plus vraiment à te soucier de la gestion de l'argent pour le reste de ta partie parce que ça rapporte de la thune en masse. Ok, donc apparemment ils sont arrivés par là. Ouais, donc là, comme vous pouvez le voir, ça ouvre un petit peu sur une zone avec de l'eau au milieu. Et ainsi de suite. On va essayer de voir si on peut pas les suivre jusqu'à chez eux. Ah, il a appelé son armée aussi. Donc ça va être le choc des titans ici, en espérant que mon armée soit plus balèze que la sienne. Ah non, c'est les bleus qui sont ici, donc c'est même pas les rouges. Donc le rouge nous a attirés chez les bleus, ce qui n'était pas nécessairement une mauvaise stratégie. Donc là, je débarque dans le donjon des bleus, comme vous pouvez le voir. Donc les dalles par terre sont bleues. On va squatter un poil, hein. C'est pourquoi se priver. Alors à noter que si j'ordonne à mes gobelins de slasher, ils vont venir jusqu'ici. Ah shit, il y a l'armée rouge qui débarque derrière. On va revenir en arrière peut-être. Essayer de soigner l'ogre. Merci. Et ça va être tendu, il a un peu 250 personnes sur lui. Là. Cela dit, il y a les renforts qui arrivent derrière. Elle a l'air balèze en plus l'armée rouge. Donc comme je disais, les gobelins, si je les laisse libres, à terme, ils vont capturer évidemment toutes les dalles. Et lorsqu'ils débarquent dans les bases des ennemis, ils vont commencer même à capturer les bâtiments des ennemis pour se les approprier. Ouais. On va se coller un canon par là. Ouais, l'armée rouge, là, ils nous ont bien eu en nous attirant chez les bleus, du coup, on s'est un peu fait avoir. Cela dit, je pense qu'on n'est pas trop mal encore. Donc là, j'essaie de soigner un peu mes troupes au passage. À noter que certains sorts peuvent pas être lancés en territoire ennemi. Donc par exemple, le sort d'éclair, je peux pas le lancer parce que je suis pas chez moi. Ce qui est évidemment pas idéal. Et évidemment, les maîtres de donjon ennemis utilisent des sorts aussi, donc éclair et ainsi de suite.
Ouais, je pense qu'on va perdre le combat, mais sur le long terme, on s'en est pas trop mal tiré quand même. Parce qu'on a flingué pas mal de monde chez eux aussi. Continuer à tirer mes bêtes là. Le problème des bêtes, évidemment, c'est que comme elles se battent jusqu'à la mort, je risque d'en perdre pas mal, alors que les autres seront probablement ramenés par mes gobelins à domicile à terme. À condition que je dise à mes gobelins qu'ils ont le droit de passer par là. Continuez à miner l'or au passage, les gars. Ouais, ils nous ont pas mal giflé, mais on les a pas nécessairement... Ouais, on les a quand même pas mal endommagés, ils ont perdu beaucoup de leurs monstres de haut niveau. Cela dit, j'ai quand même perdu beaucoup de monde. Je vais virer le bouclier de ralliement. Les bleus, ils nous ont bien eu là, à nous attirer. Enfin, le rouge nous a bien eu à nous attirer chez les bleus pour ensuite nous faire redescendre. C'était très malin de sa part. J'aime beaucoup le fait qu'ils s'insultent au milieu des combats. Donc là, vous voyez, les cadavres, en fait, ils sont pas morts, ils sont juste KO. Et lorsque le baston se sera calmé, les gobelins de chaque camp commenceront à essayer de ramasser un peu les gens qui sont KO pour les ramener et essayer de leur sauver la vie. Plutôt que de les perdre directement. Là, j'ai placé un canon, comme vous pouvez le voir, pour éviter qu'il s'approche un poil trop. Ce qui, sur le long terme, devrait pas mal me servir. Tu te défends plutôt bien, ton ami. C'est vraiment dommage que les dalles soient pas de ma couleur, là, sinon je leur collerais bien des éclairs dans la gueule, mais bon. Faut pas le lancer en territoire ennemi, hein. Ce sort-là. Ouais, tu feras mieux de t'en aller, toi, bien. Heureusement, je peux pas t'utiliser lorsque t'es au combat. Ouais, il se défend vraiment bien, le cultiste, là, je suis surpris. C'est pas les plus solides au combat, en plus, généralement, donc... Ah, les gobelins sont en train de convertir les dalles un peu, là. Donc si on continue à poil à convertir tout ça, on va pouvoir leur balancer des éclairs dans la gueule, ce qui sera très utile. L'armée rouge débarque une fois de plus. Cette dalle-là, elle est encore rouge. Tiens, bouffe un éclair, toi. Un petit deuxième pour la route. Et ça a fuyé. Ah, honnêtement, hein, mon armée, c'est pas trop mal défendu, je trouve. Dès qu'ils vont se relever, là, parce qu'ils commencent tous à revenir à leur esprit, ils vont probablement bien leur casser la gueule. Ça en est pas trop mal tiré. Fais quoi, toi, des allers-retours, là? C'est pas très utile, tiens, prends une gifle. Prends une gifle aussi, toi. Allez, ramenez-moi encore une pièce, là, que le canon puisse les repousser un poil. Essaye de leur faire peur, toi. L'ogre, il est assez balèze, donc le fait que l'ennemi soit de plus haut niveau est pas nécessairement un problème. Surtout si j'utilise enragement dessus. Boum. Ouais, fallait pas marcher sur mes dalles, les gars. Parfait. Mission accomplie. Et maintenant, on a un canon dans ce couloir. Les gobelins, je vais quand même vous dire de pas aller trop loin. C'est un peu dangereux, je pense, de traîner dans le coin. Et on va continuer de se placer des pièges ici, en attendant que notre armée soit réformée un peu. Salle de torture par là. Oh, elle est un peu petite, ma salle de torture. Tu peux me l'agrandir un poil? Le torture, elle coûte super cher en plus. C'est pas idéal, mais bon. Allez, continuez à attaquer, hein, le rouge. Courageux. Pas très intelligent, mais courageux. Parce que là, j'ai pas l'intention de ramener mon armée là-haut tant qu'elle sera pas... Ah non, c'est bon, il a lâché l'affaire. Ouais, c'était plus intelligent de sa part. J'aurais dû mieux gérer mes rituels d'or, par contre, là, je suis un peu limité en argent de poche. Bon, c'est pas grave. Surtout que la salle de torture vaut vraiment super cher. C'est genre 1000 pièces d'or la case.
C'est pas donné. Et ça venait sur mes cases, les mecs. Accueilli par un boulet de canon et un éclair dans ta face. Ça te réjouit direct. Yo, les cultistes, vous glandez quoi exactement? T'es où, toi? Va bosser, là. Faites que ça. Il se passe quoi de l'autre côté? Ok, il attaque encore. Il essaie en fait de convertir le terrain là avec ses gobelins. Mais mes canons vont s'en occuper. À noter que les pièges de dalle, comme ça, tu peux les activer en deux modes. Tu peux les mettre en mode caché, donc lorsqu'ils sont un peu couverts de cette couleur un peu noire là. En mode caché, ils s'activent pas, mais les ennemis les voient pas, du coup ils se mettent dessus et ensuite tu les réactives pour leur pourrir la gueule. Le canon également a un deuxième mode qui est le mode supercharge là, dans lequel il devient enflammé. Il fait plus de dégâts comme ça, mais il prend également des dégâts à chaque tir. Donc il y a un certain degré, n'est-ce pas, de personnalisation avec les pièges. Ça pourrait être utile ici. Yo les cultistes, là, vous glandez quoi exactement? Toi tu recherches, ce qui est utile mais pas vraiment idéal. Toi t'es en train de te tourner les pouces, mon bien. Active-toi un peu. Prends une deuxième gifle, c'est les soldes. J'ai un peu besoin d'or, si tu veux. Et ça va sacrifier des gens. Ah, il y a une succube qui est arrivée. Ils sont balèzes au combat, donc c'est cool. C'est grâce à la salle de torture, évidemment. Ce qui est très très pratique. Faudra que je regarde si on n'a pas pris les prisonniers, tiens d'ailleurs. Si on en a pris un, tiens, c'est cool. On va pouvoir le transformer en or. Ah, on va lancer le rituel. Toi, mon vieux. Hop. Ah, j'ai pas assez de mana. Parce que, évidemment, je viens de lancer mon rituel. C'était très idiot de faire ça. Du coup, j'ai récupéré moins d'or que j'aurais dû. C'était pas très malin. C'était pas très très malin. C'est comme le rituel d'or. Tiens, mon donjon était ouvert ici, là. Ouais, mon canon, il va y passer, là. Toi aussi, tu y es passé, cela dit. Comme le rituel bouffe tout mon mana, le fait que j'ai utilisé du mana pour essayer de transformer le mec en or était pas vraiment une de mes super idées. Je peux également le mettre le coller sur le truc à torture. Et les succubes généralement vont aller s'occuper de ça assez vite. Donc je pense, du moins j'espère, que je vous ai montré un aperçu assez complet des mécaniques jusque là. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais charger une partie de la sauvegarde sur le mode campagne pour vous montrer un peu ce que ça donne lorsqu'on n'affronte pas un autre maître de donjon mais plutôt un humain. Donc on va faire une petite transition et passer sur la campagne. Ok, donc j'ai chargé une sauvegarde du mode campagne. Il me semble que c'est la 3e ou 4e mission de la campagne, celle-là. Donc évidemment dans le mode campagne j'ai accès à beaucoup moins de trucs, comme vous pouvez voir il y a pas mal de choses qui est bloqué dans les missions. Cela dit ici, l'objectif est évidemment tout de suite beaucoup plus original par rapport au simple mode escarmouche, puisqu'en fait on va être attaqué par un certain Lord Othelan. Donc là ce sont des humains qu'on affronte, comme vous pouvez probablement le voir si je zoome un peu sur cette prêtresse qui est en train de blaster la gueule à mes gobelins. D'ailleurs on va lui expliquer à quel point on trouve ça drôle en lui balançant des éclairs dans la tronche. La particularité de cette mission, c'est que l'humain en fait est retranché dans une base là-haut qui est quasiment inaccessible parce que protégé en fait par du terrain sacré, donc tu peux pas bâtir dessus. Mais il envoie en fait des vagues d'ennemis qui vont arriver par là et par là tout au long de la mission en fait. Donc tu sais qu'à intervalles réguliers, il va falloir que tu protèges ces trois endroits-là afin d'empêcher l'ennemi de passer. Là, vous pouvez voir ici, j'avais un hôtel d'or qui était assez violemment efficace, je dirais. Donc j'ai pas vraiment de problème d'argent sur cette mission de la campagne. Vous pouvez voir également qu'il y a des cadavres qui traînent un peu partout. Parce que malheureusement, comme c'est une des missions, disons, les plus
introductives, disons, de la campagne. J'ai pas non plus un milliard de pièces disponibles, et notamment, j'ai pas accès à notre ami la prison, qui ne permet donc pas de coller nos chères victimes derrière les barreaux. Ce qui aurait pu être utile. Je vais essayer d'agrandir un peu la forge si je peux, afin de fabriquer plus vite. Vous noterez que j'ai beaucoup moins de types d'unités différentes, parce qu'une fois de plus, comme je suis en mode campagne, j'ai pas accès à tout dès que je le veux, contrairement au mode escarmouche. C'est pour ça que je voulais vous montrer principalement le mode escarmouche avant de vous montrer la campagne. Parce que montrer toutes les mécaniques du jeu est beaucoup plus aisé lorsque t'as aucune limitation. Les gobelins, ça vous brancherait de vous mettre au taf? Vous êtes pas en train de miner de l'or, les gars, non? Donc ça, c'est comme ça que tu l'actives, tu cliques dessus. Et dès que tu cliques dessus, les gobelins savent qu'ils peuvent le miner, donc du coup, ils vont aller le miner immédiatement. Et si tu recliques dessus, ils arrêtent. Donc c'est comme ça que tu sais que tu peux générer de l'or comme tu le veux. Après, évidemment, générer de l'or jusqu'à la fin des temps n'a pas grand intérêt. Puisque la seule consommation continue d'or que tu vas avoir pendant tout le jeu, c'est le salaire de tes monstres. Et à moins d'avoir l'armée la plus gigantesque de l'univers, il est peu probable que tu aies besoin de 30 000 pièces d'or immédiatement. Voilà, une enclume de plus, c'est cool. Permettre d'attirer peut-être quelques monstres de plus. A noter également, vous pouvez voir, il y a pas mal de roches impénétrables ici. Les missions de la campagne sont un peu moins libres du point de vue de la construction de ton donjon. Généralement, il y a beaucoup de roches impénétrables, ce qui te limite beaucoup plus dans la manière que tu as de pouvoir un petit peu avancer, n'est-ce pas, et placer ce que tu veux où tu le veux. Donc à ce niveau-là, évidemment, si vous voulez vraiment construire un truc comme vous le voulez, c'est peut-être plus utile de jouer en mode escarmouche. Tu as dit, le mode campagne est sympa pour apprendre à jouer, je pense, au début. Après, si vous avez vraiment déjà beaucoup joué à Dungeon Keeper, je pense que vous n'aurez pas de problème à saisir les mécaniques, honnêtement. Le jeu est clairement un jeu hommage et du coup reste vraiment proche des mécaniques de base de Dungeon Keeper. Ouais, bah vous fabriquez vite mes canons, les mecs, j'en suis particulièrement satisfait. On va partir un peu à l'assaut, là, histoire que je puisse vous montrer le donjon des humains. Faire une petite baston, et puis je pense qu'après on emballera gentiment cette vidéo qui, je l'espère du moins, aura été assez détaillée pour vous faire comprendre toutes les options et subtilités du jeu. Ouais, on n'a pas l'armée la plus impressionnante du monde, là, mais ça peut le faire quand même. Voilà. Donc là, vous pouvez voir quelques troupes humaines. Donc les prêtresses, ça c'est des espèces de voleurs. Vous avez également des espèces de gigantesques chevaliers, là, eux, là, les Juggernauts, je crois ils s'appellent. Les mecs avec le gros marteau, qui sont probablement les mecs les plus balèzes de leur armée, honnêtement. Donc, ils ont relativement pas mal de troupes, je dirais. C'est pas non plus aussi varié, je pense, que dans notre camp, mais c'est suffisant, j'aurais tendance à dire. Et là, toutes ces cases-là, je peux pas les capturer, donc c'est pour évidemment nous empêcher de nous installer chez l'humain. Vous remarquerez également qu'ils utilisent aussi des pièges, donc par exemple ces petites balistes là. Cela dit, là, je pense, vu le niveau de mes troupes, je pourrais vraiment les envoyer à l'assaut sans trop de soucis, je pense. Je suis beaucoup plus haut niveau que lui. On va soigner les gens qui ont pris des coups. On va leur dire d'aller derrière. Là. Donc là, ils vont péter les pièges, ensuite ils vont probablement s'attaquer à la porte. En temps normal, évidemment, mes gobelins essaieraient de capturer le parquet, là, mais vu qu'il y a un passage que je peux pas capturer en chemin, je peux malheureusement pas capturer jusqu'ici. Je crois que ça me serait très utile dans l'absolu, tu me diras. Et si je me souviens bien, le cœur du donjon, il est là. Enfin, le cœur du donjon, je crois qu'ils appellent ça des inhibiteurs, les cristaux que tu dois détruire dans la campagne. Ça, c'est pas vraiment des cœurs de donjon, honnêtement. Avancer encore, les mecs. Je pense pas qu'il ait vraiment de quoi nous arrêter, le héros. Je
crois que c'est lui d'ailleurs. Non, ça c'est un sapeur. Les sapeurs, ils sont spécialisés dans l'art de pourrir nos murs. Donc généralement, lorsque les humains t'attaquent de manière agressive et qu'ils débarquent chez toi, c'est en envoyant des sapeurs pour aller casser tes murs. Eh ben, elle est solide ta fichue porte, mon vieux. Dommage, je peux pas débloquer quoi que ce soit d'autre, sinon j'aurais bien enragé mes troupes, là, mais bon. C'est pas grave, à terme, on va finir par passer à travers. Ça devrait pas être non plus un problème, je pense. Voilà. Ouais, le voilà, le héros, c'est le mec de niveau 5. Donc là, j'ai été relativement agressif, mais si t'attends suffisamment longtemps dans cette mission, il va t'attaquer vague après vague, jusqu'à ce qu'il soit obligé de venir t'attaquer lui-même. Et du coup, après, tu peux aller finir le truc. À noter que les missions de la campagne ont généralement pas mal de objectifs secondaires. Par exemple, là, vous pouvez voir facultatif prophétie, utiliser le sort prophétie pour explorer la zone autour du cœur de votre donjon. Donc si je vais sur mon cœur de donjon, qui doit être genre par là, j'utilise ça, je devrais pouvoir débloquer l'objectif secondaire, voilà. Très intéressant. Ouais, solide, hein, il se défend bien, notre ami le Lord machin chouette, là. Il va probablement quand même se faire défoncer, mais il se défend bien. Il est en train de buter un de mes vomitoles pourris. Pas très gentil tout ça. Salut! Ok, donc là ils vont détruire l'objectif principal et ce sera la fin de la mission. Voilà. Donc ça c'était un petit aperçu du mode campagne. Voilà. Donc mission terminée. Et après évidemment tu peux passer aux missions suivantes de la campagne. Donc je crois que c'était cette mission là, celle-là que je viens de faire là. Je viens de vous montrer. Ouais, c'est celle-là je crois. Et ensuite tu passes à cette mission-là, qui est une mission dans laquelle tu affrontes des humains et un démon. Et ensuite tu passes à cette mission-là dans laquelle tu affrontes une armée d'humains et il faut que tu ressuscites un démon en capturant son ancien donjon afin de réactiver les pièces dont il dispose déjà. Voilà, je pense que c'était un aperçu relativement complet du jeu. J'espère que ça vous a plu ou que ça vous a appris quelque chose, ou les deux. Et n'oubliez pas, War for the Overworld sort le 2 avril. Et ça a l'air sympa, honnêtement. Pas révolutionnaire, mais sympa. Très fidèle à Dungeon Keeper, donc pourquoi pas, hein. J'aimais bien Dungeon Keeper, donc personnellement je suis assez convaincu pour l'instant par War for the Overworld. J'attends toutefois de voir quand même la version finale. Voir s'il y a pas mal de contenu supplémentaire dessus, parce que je suis pas nécessairement super intéressé par la campagne, plus par les autres modes de jeu personnellement. Mais globalement, d'un point de vue mécanique et gameplay, je trouve que le jeu fonctionne très bien. Voilà, à plus les gens. Récupérer un ancien donjon abandonné et de le capturer pour l'utiliser à nos propres fins. Donc en fait, chaque mission a un peu cette espèce d'orientation, un poil unique qui te permet de renouveler un minimum le gameplay du jeu. Et évidemment, comme il s'agit d'une campagne, on commence évidemment chaque mission généralement avec une unité en plus, ou une mécanique en plus, ou un truc en plus qu'on n'avait pas dans la mission précédente, histoire que le jeu puisse nous apprendre progressivement à maîtriser l'ensemble de ces mécaniques. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense vous expliquer les mécaniques du jeu plutôt via le mode escarmouche que via le mode campagne, parce que l'avantage en mode escarmouche, c'est qu'évidemment tout est débloqué depuis le début, ce qui me permettra de tout vous montrer immédiatement sans avoir à me limité aux restrictions de la version campagne, vu qu'évidemment dans la campagne solo, tu as rarement accès à tout au même moment. Donc ensuite, on a le mode escarmouche qui est très simple, hein. Tu choisis une carte, puis tu choisis un adversaire, puis tu choisis ta couleur, puis c'est parti, donjon contre donjon. Rien de plus compliqué à ce niveau-là. Le mode survie n'est pas encore vraiment implémenté en jeu. D'ailleurs, vous pouvez le voir là, il y a un message qui nous dit que c'est un prototype, et que sa version complète, Force Overworld, comme vous pouvez le voir, se présente tout à fait comme son modèle, qui est évidemment Dungeon Keeper, donc vu en 3D de dessus, il est sympa mon cœur de donjon,
petits gobelins qui vont aller creuser là où je leur indique de creuser. Cœur de donjon qui est évidemment mon objectif principal à défendre, puisque si je le perds, la partie est perdue. Lingot non, mais disons ressources d'or qui vont apparaître dans certains murs, donc je vais avoir tendance à creuser immédiatement pour amasser de la thune. Et monstre qu'il va bientôt falloir attirer en fabriquant des pièces. Donc si vous n'avez jamais joué à un Dungeon Keeper, les mécaniques sont pas spécialement difficiles à comprendre. Tu peins en gros les zones où tu veux creuser, sachant que la plupart des salles de base dans le jeu demandent d'avoir une taille de 3 x 3, c'est-à-dire 3 cases par 3. D'ailleurs le jeu a l'intelligence de vous montrer la taille des cases que vous tirez si vous regardez en dessous le marteau. 3 x 3 généralement pour fabriquer une pièce valide. Certaines demandent plus, comme la taverne par exemple qui demande 3 x 5 je crois. Mais généralement c'est comme ça. Une fois que tu as libéré, les gobelins vont commencer à installer des dalles pour que tu puisses construire et ensuite vont renforcer les murs pour qu'ils soient plus difficiles à casser, sans aucun doute des problèmes à attendre du point de vue de la traduction des textes en français. Alors pour commencer cette présentation de War for the Overworld, je vais parler des différents modes de jeu, et ensuite je pense qu'on se lancera une petite partie en escarmouche pour que je vous montre les mécaniques. Donc premier mode de jeu, évidemment la campagne solo. Donc la campagne solo, comme vous pouvez le voir, elle nous montre cette espèce de joyeuse carte des environs, dans laquelle on peut choisir nos niveaux comme cela, voilà, en progressant. Les niveaux qui sont en feu sont, et ceux-là, c'est les niveaux que j'ai déjà fait, donc ces 5-là. Et ça, c'est le prochain niveau que je viens de débloquer. Alors la campagne, ce qu'elle a de particulier, je dirais, c'est que chaque niveau a un petit peu son propre gimmick, son petit délire un peu unique. Donc par exemple, dans ce niveau-là, j'avais un ennemi humain qui attaquait en fait par vague via 3 couloirs spécifiques sur la map. Sur cette mission-là, le donjon n'était pas vraiment un donjon en fait, vu qu'il n'y avait pas vraiment de mur, c'était plus des petits îlots souterrains qui étaient séparés par de l'eau plutôt que par des murs. Donc c'était évidemment beaucoup plus compliqué de guider l'ennemi par un couloir spécial lorsque tu ne veux pas vraiment créer de couloir. Dans cette mission-là, plutôt que de réellement chercher à fabriquer notre donjon, on essaie en fait de... Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à War for the Overworld. Donc War for the Overworld, pour ceux qui ne le sauraient pas, est un jeu très largement et ouvertement inspiré de Dungeon Keeper, qui avait été financé via Kickstarter en 2012 et qui va sortir d'ici quelques jours à l'heure où cette vidéo arrivera en ligne, puisque je crois que la date de sortie est le 2 avril. Le jeu est évidemment très très proche de son modèle, et de toute façon c'était l'objectif. Donc il s'agit, pour ceux qui ne connaîtraient pas Dungeon Keeper, d'une gestion de donjons souterrains dans lequel tu joues le méchant qui se bat contre les gentils humains qui sont un peu idiots. Comme vous pouvez le voir sur la droite de l'écran, ma version là est une version presse qui m'a été envoyée en fait par les développeurs, donc ce n'est pas tout à fait une version finale. Donc si jamais il y a quelques petits bugs ou quelques petits problèmes lors de la vidéo, vous pouvez peut-être vous attendre à ce qu'il soit corrigé d'ici la version finale. Et vous noterez également, si vous regardez ce petit paragraphe-là, que la traduction française que j'ai activée, parce que pourquoi pas l'activer après tout, n'est pas encore complète. Donc il y a, une fois de plus, sera ajoutée au jeu dans une mise à jour gratuite un peu plus tard cette année. Ensuite, nous avons le mode bac à sable, qui est plutôt dédié aux gens qui veulent... construire un donjon sans prise de tête, donc pas de limite de ressources. Tu peux vraiment fabriquer ce que tu veux, donc c'est plus pour les gens qui veulent se distraire un poil sans avoir à se soucier de quoi que ce soit. Tu fabriques le donjon de tes rêves et tu te prends pas vraiment la tronche. Et enfin on a le multijoueur qui est évidemment la même chose que l'escarmouche, mais contre des joueurs humains au lieu de l'ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une petite partie en escarmouche. Je vais mettre l'intelligence artificielle en easy, pas parce que... j'ai spécialement peur, bien qu'elle soit relativement agressive, l'intelligence artificielle, mais c'est plus pour que je puisse vous expliquer le jeu, c'est plus pour vous montrer les mécaniques du jeu, ça, plus que pour réellement affronter l'ennemi. Je pense qu'à la fin de la vidéo, je chargerai peut-être une carte de la campagne, peut-être une sauvegarde avancée d'une des missions de la campagne pour vous montrer ce que ça donne lorsqu'on affronte pas un autre donjon, mais plutôt les humains, qui sont évidemment, généralement du moins, les ennemis principaux de la campagne. Donc War